Ce policier raciste a éliminé un garçon noir. Voici ce que la population a fait pour obtenir justice. Dans la ville de Saint-Étienne, un quartier urbain que beaucoup de gens appelaient la périphérie, les contrastes étaient saisissants. Loin des quartiers chics du centre-ville, où les rues étaient propres et les immeubles resplendissants, cette banlieue vivait dans l'ombre des grandes promesses. Une ombre persistante de pauvreté, de discrimination et de négligence qui se ressentait dans chaque coin de rue, chaque sourire forcé, chaque interaction avec les autorités. Les tensions raciales étaient omniprésentes, mais invisibles aux yeux de ceux qui n'en faisaient pas partie. Ici, les jeunes noirs comme Malik étaient souvent les premières cibles d'une police qui n'avait guère de considération pour leur dignité. Leurs rêves se heurtaient systématiquement à des portes closes, que ce soit dans le domaine de l'emploi, de l'éducation ou simplement dans leur droit de circuler sans être regardés avec méfiance. Malik, un jeune homme noir de 22 ans, avait grandi dans cet environnement oppressant, mais il n'était pas du genre à se laisser abattre. Il avait toujours cru que le travail acharné finirait par payer, que l'amour qu'il portait à sa famille, en particulier à sa mère, allait le guider vers un avenir plus lumineux. C'était un garçon qui se levait chaque matin avec l'espoir que, grâce à ses efforts, il sortirait un jour de la spirale de la précarité et des injustices sociales qui l'entouraient. À Saint-Étienne, tout le monde le connaissait, son sourire sincère, son respect de l'autre, sa détermination. Il n'avait jamais voulu se faire remarquer, juste vivre sa vie, contribuer à sa communauté et rendre sa mère fière. Ce matin-là, Malik marchait tranquillement dans la rue, son cœur léger. C'était une journée comme les autres, et il était heureux à l'idée de retrouver sa mère après une journée de travail. Elle était cuisinière dans un restaurant local, un endroit modeste mais qui payait bien. L'odeur des plats qu'elle préparait chaque soir était un parfum qu'il avait appris à aimer depuis son enfance. Ce parfum symbolisait l'amour familial, la chaleur du foyer. Il rêvait de pouvoir lui offrir plus, de sortir de ce quartier, de construire une vie meilleure pour eux deux. Mais ce jour-là, tout allait changer. Alors qu'il traversait la rue en direction de la maison, un bruit de moteur gronda soudainement à ses oreilles. Un véhicule de patrouille de la police de Saint-Étienne s'arrêta brusquement à côté de lui. Il n'eut même pas le temps de réagir. L'agent de la Croix, un policier d'une trentaine d'années, au visage dur et aux yeux perçants, était au volant. Il était connu dans tout le quartier pour son tempérament colérique et son attitude hostile envers les jeunes noirs. Malik n'avait jamais eu de problème avec lui auparavant, mais il savait que cet homme n'avait aucune tendresse pour les jeunes comme lui. « Pourquoi t'es là ? T'as pas l'air d'être d'ici » lança de la Croix d'un ton méprisant, une question qui n'attendait aucune réponse. Malik tenta de répondre calmement, ces mots un ultime appel à la paix, un dernier effort pour éviter la violence. « Je vais chercher ma mère, je suis juste en route. » Son ton était respectueux, presque humble, mais la tension dans l'air était palpable, et l'agent de la Croix ne le laissa pas finir. Furieux de cette réponse qu'il jugea trop calme, trop défiant, il se jeta sur Malik, l'attrapant brutalement par le bras. Il le secoua violemment, le soulevant presque du sol avant de le jeter sans ménagement sur le pavé froid. Les passants, figés dans l'instant, observaient sans pouvoir bouger. Les visages étaient tourmentés, certains avec des expressions d'incompréhension, d'autres de colère silencieuse, mais aucun n'osa intervenir. La peur d'être pris à partie, la crainte des représailles, les rendaient tous spectateurs d'une scène qu'ils ne voulaient pas voir mais qui se jouait devant leurs yeux. « Tu crois que tu vas m'expliquer ta vie, toi, gamin ?» hurla de la Croix, sa voix pleine de dédain et de colère. C'était un cri de domination, un cri qui n'attendait pas de réponse, mais qui n'avait qu'un but, assujettir, humilier, briser. Le policier se pencha sur Malik, ses gestes devenant de plus en plus violents, comme s'il déchargeait sur le jeune homme toute sa frustration et son ressentiment. Il sortit sa matraque, et sans prévenir, il l'abattit sur le corps de Malik. Le jeune homme tenta de se protéger, mais la violence de l'attaque le submergea. Les coups pleuvaient, durs et incessants, frappant son visage, son ventre, ses bras, sans aucune considération. Malik, assommé, se débattait faiblement, son esprit commençant à se brouiller sous la douleur. Chaque coup semblait faire écho à des années de répression, de racisme systémique, de mépris institutionnalisé. Il savait que la situation lui échappait, qu'il ne pouvait plus rien faire pour s'en sortir. Mais avant même qu'il n'ait eu le temps de crier, l'agent de la Croix leva son arme, et dans un éclat métallique terrifiant, la balle siffla à travers l'air et pénétra la poitrine de Malik. Le bruit du tir résonna comme un glas dans la rue. Un silence de mort s'abattit sur les témoins, un silence lourd et irréel. Quelques secondes semblèrent s'étirer à l'infini, alors que les passants, choqués,
restait immobile, comme pétrifié par l'horreur de ce qu'il venait de voir. Malik tomba sur le trottoir, son corps se repliant sur lui-même dans une dernière étreinte de douleur. Les derniers battements de son cœur se perdirent dans l'immensité du bruit sourd de la rue. Les policiers arrivaient rapidement, leurs sirènes déchirant l'air, mais la scène semblait déjà figée dans le temps. Leur présence ne faisait qu'accentuer l'absurdité de la situation. Un des agents se pencha sur le corps sans vie de Malik, alors qu'un autre se dirigeait vers les témoins pour essayer d'étouffer toute contestation. « Il a résisté à l'arrestation. Il était menaçant », déclara froidement l'un des policiers, comme si ces mots pouvaient effacer la vérité qui se tenait devant eux. Mais les témoins oculaires, bien que silencieux par crainte, savaient exactement ce qu'il s'était passé. Ils avaient vu Malik se faire frapper sans raison, ils avaient vu Delacroix tirer sans une once de justification. Malik n'avait pas résisté. Malik n'était qu'un jeune homme pris au piège, une victime d'un système qu'il avait jugé coupable dès le premier regard. La nouvelle de sa mort se propagea comme un feu dans le quartier. D'abord un murmure, puis un cri d'indignation qui monta de plus en plus fort, jusqu'à devenir une clameur unanime. Ce n'était pas simplement la perte de Malik qui résonnait dans le cœur de la communauté noire de Saint-Étienne, mais un cri collectif contre des années de marginalisation et de brutalité policière. Dans ce quartier, les noms des jeunes tués par la police s'accumulaient, mais leur mémoire était souvent balayée sous le tapis de l'indifférence. Mais Malik, avec son sourire, son ambition, son respect pour sa famille et son quartier, représentait quelque chose de plus grand. Il n'était pas un simple jeune homme de passage. Il était un symbole. Les familles, les amis, les voisins se levèrent ensemble. La douleur de la perte se transforma en une colère brûlante. Ce n'était pas une simple injustice qui avait frappé, mais un système tout entier qui, par ses pratiques discriminatoires, avait poussé le jeune Malik à sa perte. La communauté ne pouvait plus se taire. Des centaines, des milliers de voix s'élevaient, d'abord timidement, puis avec une force inouïe. Les manifestations commencèrent, portées par des pancartes et des slogans qui dénonçaient non seulement la mort de Malik, mais la violence systématique infligée aux Noirs, jour après jour, dans des quartiers comme le leur. Saint-Étienne, jadis une ville marquée par la peur et la résignation, se transforma en un lieu de résistance. Chaque coin de rue devenait un point de ralliement, chaque rassemblement une promesse de justice. Les jeunes, les anciens, tous se rassemblaient dans les rues pour réclamer ce qui leur avait toujours été refusé, l'égalité, la dignité et la fin de l'impunité. Malik n'était plus qu'un nom, mais ce nom symbolisait désormais tout un système à abattre. La lutte ne faisait que commencer. Le décès de Malik réveilla la flamme de la révolte, un feu qui brûlait depuis des années, et qui désormais ne pourrait plus être éteint. Les autorités avaient cru que sa vie, comme tant d'autres avant lui, passerait inaperçue. Mais la communauté, unie dans sa douleur et son indignation, était prête à tout pour obtenir justice. Et cette fois, il ne se laisserait pas faire. Dans les jours qui suivirent, les manifestations commencèrent. Des centaines de personnes, unies dans leur douleur et leur colère, se rassemblèrent devant le commissariat où l'agent Delacroix était toujours en service. Des pancartes dénonçant les violences policières et les discriminations raciales furent brandies. Des chants, des slogans, des cris pour la justice résonnaient dans les rues. « Justice pour Malik » devenait le cri d'un peuple épuisé par des années d'injustice silencieuse. Des groupes de militants, des avocats spécialisés dans les droits civiques, et même des figures publiques engagées se joignirent au mouvement. Les médias sociaux s'enflammèrent, et les vidéos de l'incident furent partagées partout. Le visage de Malik, allongé sur le sol, devint l'emblème de la lutte contre la brutalité policière. Le gouvernement tenta de minimiser l'ampleur de l'incident, mais la pression populaire grandissait. Les avocats des droits de l'homme, dirigés par un ancien magistrat déterminé à mettre un terme à cette culture de l'impunité policière, saisirent la justice. Une plainte fut déposée, et une équipe de journalistes d'investigation commença à fouiller dans le passé de l'agent Delacroix. Il s'avéra que ce dernier avait un long dossier d'incidents violents et racistes, et pourtant, aucune sanction n'avait jamais été prise. La bataille juridique pour obtenir justice pour Malik prit un tournant décisif lorsqu'un réseau de témoins anonymes se manifesta, apportant des éléments cruciaux à l'enquête. Ces témoins, auparavant réticents à parler de peur des représailles, trouvèrent enfin le courage de dévoiler la vérité. Plusieurs personnes, qui avaient été directement ou indirectement victimes de l'abus de pouvoir de l'agent Delacroix, commencèrent à raconter leurs histoires. Certains témoignages faisaient état d'arrestations violentes, d'abus verbaux et physiques à l'encontre de jeunes hommes noirs, des humiliations publiques dans les rues,
et des agressions physiques infligées à des innocents. Ces récits, collectés et documentés par les avocats de la famille de Malik, constituaient désormais une chaîne de mauvais comportements systématiques, tous reliés à Delacroix. Les autorités, jusque-là déterminées à étouffer l'affaire et à protéger l'un des leurs, ne purent plus ignorer la montée en puissance de ces témoignages. Le procès, qui allait débuter quelques mois après la mort de Malik, devint rapidement un véritable combat, non seulement pour obtenir justice pour ce jeune homme, mais pour exposer au grand jour les pratiques policières corrompues qui sévissaient dans la ville. L'ambiance était tendue, et les juges, les avocats, et même les jurés furent plongés dans une intense pression publique. La communauté de Saint-Étienne, renforcée par des mouvements de soutien, se mobilisait quotidiennement devant le tribunal, réclamant un verdict équitable. Des milliers de voix s'élevaient dans la rue, dénonçant la brutalité policière et exigeant la fin de l'impunité des forces de l'ordre. Pendant des mois, les témoins se succédèrent à la barre, racontant leurs expériences déchirantes, décrivant les violences qu'ils avaient subies et comment leur vie avait été irrémédiablement affectée par l'attitude raciste de Delacroix. Chaque témoignage, plus bouleversant que le précédent, dessinait le portrait d'un policier incontrôlable, protégé par une hiérarchie complice, et qui, dans sa rage et son dégoût pour les populations marginalisées, avait laissé des traces indélébiles dans la vie de trop de personnes. Les avocats de la famille de Malik, ainsi que ceux des autres victimes de Delacroix, ne cessèrent de marteler que ce n'était pas un cas isolé, mais plutôt le reflet d'un système dysfonctionnel, où la violence policière était souvent considérée comme légitime contre certaines populations. Ils prouvèrent que l'agent Delacroix n'agissait pas seul, mais qu'il faisait partie d'un réseau de policiers qui bénéficiaient de la tolérance tacite de leurs supérieurs. Des documents internes de la police furent rendus publics, montrant que les plaintes contre Delacroix avaient été systématiquement ignorées, voire enterrées. Les autorités, d'abord distantes et réticentes, furent forcées de reconnaître la vérité. Sous la pression des preuves irréfutables et de la mobilisation populaire, elles durent admettre que leur système judiciaire avait failli à protéger ceux qu'il était censé défendre. Les responsables politiques furent contraints d'intervenir, non seulement pour faire face à cette crise de confiance, mais aussi pour montrer qu'ils prenaient au sérieux la question du racisme au sein de leurs institutions. Finalement, après des mois de lutte acharnée et de nuits blanches passées dans les tribunaux, le verdict tomba. L'agent Delacroix fut reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes. Ce jugement marqua un tournant dans l'histoire judiciaire de la ville. Ce qui était perçu comme un acte banal de répression policière devint, aux yeux du tribunal, une mise à mort délibérée d'un jeune homme innocent, pris dans la toile de préjugés et de violences systématiques. Mais le verdict allait au-delà de la simple condamnation de l'individu. Le tribunal ordonna également des réformes profondes dans la manière dont les policiers interagissent avec les communautés marginalisées, exigeant une révision complète des procédures de formation, l'introduction de mécanismes de surveillance indépendants et la mise en place de contrôles réguliers pour prévenir les abus de pouvoir. Pour la famille de Malik, la douleur de la perte ne se dissipait pas, mais ils trouvèrent un certain apaisement dans ce verdict historique. Leur douleur se transforma en détermination. Au lieu de se laisser submerger par le chagrin, ils décidèrent de se battre pour une cause plus grande. La famille, tout en portant son deuil, se lança dans des initiatives communautaires visant à créer des espaces de dialogue entre la police et la population, à sensibiliser les jeunes aux droits civiques et à éduquer sur la nécessité de lutter contre le racisme systémique. Ils ouvrirent des centres communautaires, des espaces de rencontre où les habitants pouvaient se rassembler, discuter et surtout se défendre contre l'injustice. Les manifestations de soutien à Malik se transformèrent en un mouvement national réclamant des changements dans les pratiques policières à travers le pays. Le nom de Malik se retrouva sur des banderoles, sur des pancartes, dans des champs de lutte. Des associations de défense des droits humains, des intellectuels, des artistes, des militants se mobilisèrent pour faire entendre leur voix, et la question du racisme systémique dans les forces de l'ordre devint un sujet incontournable dans le débat public. Une nouvelle génération de militants naquit de ce combat. Ils étaient jeunes, déterminés, et prêts à bousculer les institutions pour obtenir une justice égalitaire. Ils avaient compris que l'injustice ne se combat pas seulement dans les tribunaux, mais aussi dans les rues, dans les écoles, dans les mentalités. Ils se mirent à organiser des rassemblements, à former des collectifs, à lancer des campagnes de sensibilisation, à dénoncer les abus policiers à travers des vidéos, des témoignages, des enquêtes. Ils ne s'arrêteraient pas là, car le combat pour Malik était aussi celui de toutes les victimes d'un système raciste. Malgré la douleur, l'héritage de Malik ne s'éteignit pas avec lui. Ce qu'il laissait derrière lui n'était plus simplement un souvenir douloureux, mais une inspiration vivante, un appel à la révolte, un cri de justice. Son sacrifice éveilla les consciences,
ralluma l'espoir chez ceux qui avaient perdu foi en un système qui semblait les ignorer. La justice, bien que longue et difficile à obtenir, finit par triompher. L'héritage de Malik se matérialisa dans les changements qui suivirent, dans la mobilisation des jeunes générations, et dans la résonance de son nom, un symbole de lutte et de victoire contre l'oppression. Saint-Étienne, où tout avait commencé, devint un lieu de mémoire et de transformation. La ville, meurtrie mais renforcée par cette épreuve, porta haut l'espoir de Malik. Et son histoire, désormais inscrite dans le cœur de la nation, continua de résonner à travers les siècles, comme un témoignage indélébile de la capacité humaine à se battre pour la dignité, la justice et l'égalité.